Bien. Bon. Bien, bonjour à tous, à ceux qui sont en ligne avec nous ce matin, puisqu'on est en LinkedIn Live en parallèle, et à tous ceux qui sont venus pour notre conférence de rentrée. Bienvenue à Garage aussi. Alors, pour la petite histoire, Garage est un projet que BDC avait accompagné en son temps avec le groupe Netco qui est devenu donc Becoming, et qui, depuis juin dernier, est devenu aussi la maison mère de BDC. Donc, petit déjeuner que nous faisons ce matin en collaboration avec Meteors, représenté ici par Olivier Gliuzwick, et petit déjeuner de rentrée autour de la data. On en a à peu près pour 30 à 45 minutes de présentation ce matin. Vos questions-réponses, bien entendu, que ce soit des questions online via chat ou des questions de l'auditoire ici. Voilà, donc petite présentation rapide de BDC. BDC donc, a été fondé à Lille en 2009 par Jérôme Gaillet, alors autour à la base du business development, et donc BDC a rejoint en juin le groupe Becoming pour devenir Becoming with BDC, donc avec 6 piliers d'activité, un pilier autour de l'accélération digitale, un autour toujours du développement international, un autre autour des Learning Expeditions, même si en ce moment, évidemment, Covid oblige, les Learning Expeditions sont un petit peu réduites dans l'activité, forcément, la transformation de business model, le coaching de dirigeants et l'innovation multisectorielle de manière générale, puisqu'on intervient sur un certain nombre de verticales diverses et variées. Je vais présenter Meteors, que j'ai fondé en 2012. À Lille, en Mayenne. Donc, nous sommes bientôt une vingtaine de collaborateurs, 50 références multisectorielles. Donc, nous sommes une société spécialisée dans l'exploitation intelligente de la donnée, je vais dire ça comme ça, depuis bientôt 8 ans. Donc, merci chaleureusement BDC et Becoming de l'accueil et de l'organisation de cette matinée dédiée à la donnée. Alors, Becoming with BDC et Meteors. Alors, tout d'abord, je vais remercier une personne de l'assistance, c'est François-Joseph, qui est présent, puisque si on est là aujourd'hui tous réunis, c'est grâce à lui, à la base, puisque j'ai eu l'opportunité de rencontrer Olivier chez François-Joseph il y a quelques années maintenant. Donc, merci à toi, comme quoi les dîners parfois permettent de belles rencontres et des opportunités business entre sociétés. Et donc, nos deux sociétés renforcent leurs relations dans la mesure où nous avons formé nos consultants à la plateforme Meteors, et nous avons donc décidé un peu plus tôt cette année de coécrire ce livre blanc Data for Business Leaders ensemble, à 4 mains en fait, un peu comme des pianistes. Voilà. Donc, apparemment, c'est un dîner qui s'est bien passé. C'est pas toujours le cas. Il y a des dîners qui aboutissent différemment. Donc voilà, moi je voudrais remercier aussi déjà, c'est vrai que BDC pour l'accueil et la coécriture, Mathilde qui est dans l'assemblée, qui a beaucoup œuvré chez nous à l'écriture de ce livre blanc, puis l'ensemble des équipes sur un beau fil rouge qu'on va vous présenter maintenant. Alors tout est parti d'un constat en fait pour nous deux quand l'idée a émergé autour de ce livre blanc. Et le constat de départ, c'est de dire qu'en fait la data est souvent un sujet d'experts, peut-être un peu maintenu aussi de façon un peu technique dans beaucoup de cas, pour justement garder ce sujet entre experts au sein des sociétés, alors qu'en fait c'est un enjeu qui est l'enjeu de tous les collaborateurs, et particulièrement maintenant des dirigeants, puisque la data, on va le voir à travers cette présentation, est omniprésente dans le quotidien, et c'est vraiment aussi un driver de succès pour les sociétés qui l'exploitent de façon vraiment pointue. Et donc l'enjeu de notre livre blanc était vraiment de démocratiser l'accès au sujet. Et de là, en fait, nous avons aussi quelques convictions qu'Olivier va vous présenter. Oui, alors c'est vrai que là, on a déjà en 2020, on a quand même un peu plus de recul sur les projets d'attaque il y a une petite dizaine d'années. Donc on a quand même, comment on peut vous le présenter, une conscience, et quel que soit le secteur d'aujourd'hui, que l'exploitation des données sont véritablement nécessaires pour les entreprises.
On va voir à quel niveau et comment, et l'objectif, effectivement, c'est avec Karl et ses équipes, ça a été d'écrire une méthodologie pour que chacun, à son niveau, puisse soit initier, soit continuer d'exploiter de manière intelligente et efficiente les données au sein de l'entreprise. Elles sont multiples, elles sont diverses. Ça a été souvent des sujets très techniques. On sait aujourd'hui, parfois, même sur certains métiers, une certaine confusion règne, sciemment ou pas mêlée. On sait qu'il y a des métiers qui ont émergé. On a beaucoup entendu parler de data scientist. Déjà, il y a 5 ans, j'avais écrit un article, c'est un data scientist ne sert à rien si vous n'avez pas d'objectif. Je crois que c'est un petit peu, on va dire, l'émulation qu'il y avait autour de ces métiers. Voilà. On a déjà plus de recul par rapport à tous les effets de big data, d'exploitation, des métiers, des formations afférentes. Donc aujourd'hui, on va vous présenter effectivement notre méthodologie avec des décès que l'on a fait sur cette partie. Donc organisation, plateforme, culture. Oui, c'est essentiel. Hein. Organisation, culture, vraiment une culture. On a parlé beaucoup de culture digitale ces dernières années, mais il y a une culture data aussi derrière. On se dit qu'est-ce que ça veut dire tout ça. On va vous le présenter aussi, mais une notion de patrimoine. Vous avez pas mal de think tanks à Paris, je pense notamment à Génération Libre, qui travaillent sur la notion de patrimoine de données. Donc la notion de patrimoine, c'est-à-dire que pour vous, en tant que personne, on voit que c'est une continuité de votre identité, mais pour une entreprise, c'est aussi quasiment l'équivalent de son savoir-faire, de ses brevets, de ses collaboratrices et ses collaborateurs. Ça lui appartient. Donc, quand quelque chose nous appartient, comment on fait pour le sécuriser, l'exploiter et prendre un avantage concurrentiel sur le sujet? Alors, c'est un petit peu une redite, mais c'est important de se dire quand même qu'une bonne exploitation de ces données, on va voir comment et pourquoi, c'est clairement un avantage concurrentiel. Après, c'est pour ça qu'il était vraiment nécessaire pour nous de mettre toutes ces étapes qu'on va vous présenter pour avoir un petit peu des bons réflexes par rapport à la donnée, parce qu'on se retrouve effectivement parfois en concurrence, c'est qu'on peut parler de concurrence auprès des GAFA qui, eux, captent nativement les données. Et on reviendra sur cette notion de captation des données, qui a donné lieu justement à des enjeux à la fois de sécurité, et on verra aussi sur la notion de RGPD, notamment en Europe. Et puis on a eu le cas TikTok, il n'y a encore pas très longtemps, qui est d'actualité sur cette captation inopinée des données, si je puis dire. Très bien. Alors, on ne va pas faire la lecture du livre blanc ce matin, puisque on a préparé donc un livre blanc qui fait 60 pages sur le sujet. On va vous partager ce matin l'essentiel de à la fois nos interviews et puisqu'on a mené en fait 5 interviews d'experts selon nos 5 axes d'analyse et aussi les convictions que nous avons développées à travers ces 5 chapitres et ces 60 pages. Bien entendu, à l'issue de la conférence, on se fera un plaisir de vous partager l'ensemble du livre blanc que l'on n'a pas eu le temps d'imprimer puisqu'on a tout bouclé hier, donc comme toujours un petit peu pour les préparations de conférences. Donc on vous enverra le livre blanc soit en format papier, soit en format PDF à partir de la semaine prochaine pour que vous puissiez vous plonger plus en détail dans ces 5 axes principaux. Alors, quels sont ces 5 axes justement que nous avons trouvé? Vous le voyez dans le sous-titre, Magic, mais il disait, alors il est en version française, même si on a gardé en fait la couverture en version anglaise, pour des raisons marketing, puisqu'en fait ça tombait bien Magic, ça résumait en fait les 5 axes d'analyse que nous avons développés à travers ce livre. On a développé 5 axes Magic, donc M pour monitoring, A pour activation, G pour la gouvernance, I pour l'intégrité et C pour care en fait. Donc ce sont en fait, alors ça tombe bien quelque part, d'avoir ce mot de synthèse et ça nous a permis en fait d'explorer la data selon ces 5 axes et on va développer en fait nos convictions et nos constats selon ces 5 axes. Alors en préambule tout de même, c'est ce que disait Satya Nadella en début d'année à la NRF, à la conférence d'ouverture à New York, donc la conférence autour du retail. Son introduction était de dire que la data est l'oxygène du retail. Alors, c'est ce qu'on développe aussi dans le livre blanc. On parle d'oxygène à la société d'accélérer dans son développement. Et c'est un point clé, en fait,
que l'on voit autour de la data. Il y a beaucoup de similitudes, en fait, si on regarde la data par rapport au pétrole sur le fond, c'est ce qu'on développe aussi un petit peu dans ce livre blanc, si ce n'est que, pour le coup, c'est une énergie renouvelable du XXIe siècle et non polluante, quoique on verra aussi dans la partie care. On ne peut pas dire que l'informatique ne soit pas complètement au global ou le cloud non polluant, mais on va développer ces points-là. Alors, on va attaquer par monitoring et par un cas client, puisqu'on a eu l'opportunité d'interviewer un client BDC avec Yves Rocher, donc qui est un client historique de BDC, et en particulier le directeur Data et Business Intelligence. Et Yves Rocher est une société très intéressante, puisque Yves Rocher arrive à capter 95% de la donnée client offline via son programme de fidélité. Et ça, c'est absolument best of class pour nous. C'est vraiment un exemple de réussite. Yves Rocher, en fait, a forcément cette culture data qui est très fortement imprégnée dans toutes les équipes grâce à son parcours, à ses racines de VADiste ou de VPCiste, puisqu'en fait, Yves Rocher avait commencé plutôt par de la vente par correspondance avec une activité retail qui n'était pas si importante et se retrouve maintenant à la tête en France uniquement de plus de 750 magasins qui, pour le coup, sont devenus au fil du temps prépondérants dans l'activité commerciale de la société. Pour autant, en fait, Yves Rocher a gardé ses racines de VADiste au global pour tout ce qui va tourner autour de la donnée, que ce soit pour la méthodologie ou les KPI qui sont très, très centrés sur le client. On parle en fait beaucoup moins de chiffre d'affaires par mètre carré que de chiffre d'affaires par client. Donc, à partir de là, ces méthodologies, tous ces KPI de la VPC, qui étaient des KPI aussi historiques pour d'autres sociétés comme la Redoute, par exemple, ont été appliqués avec succès au retail. Et je pense que c'est vraiment dans leur ADN de toujours raisonner de façon très centrée sur le client, autour de la data et dans leur manière donc de s'adresser aux clients. Et en fait, ce que l'on voit aussi, c'est que quand on parle de monitoring, il ne faut pas confondre monitoring et reporting. Et le monitoring, c'est aussi donner accès à la donnée à tous et à tous ceux qui sont impliqués sur son utilisation, que ce soit pour certains axes les équipes retail qui vont voir l'avantage d'avoir un programme d'activation client et donc des infos, des publicités qui vont être envoyées aux clients et les clients qui vont venir en magasin justement pour profiter de ces offres, mais aussi les équipes produits, puisqu'en fait, Yves Rocher va très très loin dans sa capacité à analyser si un produit est un produit qui permet de faire de l'acquisition client, si c'est un produit qui fait de la fidélisation, à savoir dès que le produit sort de collection, on voit que le client ne vient plus en magasin, ou au contraire, ils ont même des stratégies qui leur permettent de voir ou de décider si un produit doit être un peu moins margé potentiellement, parce qu'ils estiment que c'est un produit qui va permettre à la société de faire de l'acquisition. Et donc, ils préfèrent perdre de la marge pour capter de nouveaux clients et ensuite les faire entrer dans des programmes de fidélisation. Donc, exploitation qui est très très large de la donnée et donc visualisation suivie de la donnée très fort, avec aussi une approche dynamique, et ça a été aussi une bonne conclusion de l'échange, de dire qu'en fait, cette manière de regarder la donnée, ces axes d'analyse doivent être avant tout faits sur la base de ce que les collaborateurs attendent et aussi des besoins du moment de la société. On a trop souvent du monitoring qui est très figé parce qu'on veut faire comme on faisait l'année d'avant ou parce que le directeur général de la société a ses habitudes en termes de monitoring où il attend tel rapport, voire tel format de présentation. Et là, on a une dynamique beaucoup plus collaborative dans une société comme Yves Rocher, qui va être en fonction des besoins, que ce soit des besoins d'amélioration de qualité de la donnée. Et évidemment, avec une acquisition qui se fait en point de vente, aussi de la donnée client, il y a de gros enjeux autour du fait d'avoir de bonnes adresses ou de bons emails. Et voilà, donc c'est extrêmement dynamique en fonction des besoins. Du coup, nos convictions autour du monitoring, c'est qu'en fait, le monitoring, comme je disais, ce n'est pas uniquement du reporting, c'est aussi faire en sorte que la donnée permette de détecter des signaux faibles. Et c'est là où on le voit justement avec Yves Rocher, ces signaux faibles, ça va être de voir si un produit est un produit qui a un impact particulier justement sur les clients et sur l'activité, positif ou négatif, de voir si en fait on peut détecter des choses qui vont contribuer au global à la société.
c'est de faire en sorte aussi que les dashboards soient accessibles et compris de tous. Alors maintenant, on a aussi des tendances. On entend parler de data storytelling, data stories avec des choses beaucoup plus prédictives, de la corrélation et ainsi de suite. Et on voit que même des sociétés qui sont assez avancées ou qui ont cette culture du monitoring, fondamentalement, trouve un avantage au dashboard qui est plutôt le temps long, de voir en fait sur la durée comment les choses ont évolué. Et bon, le prédictif vaut ce qu'il vaut, en particulier dans des schémas comme ceux que nous vivons actuellement et toutes les incertitudes liées au Covid. Donc, quelques limites quand même au data storytelling que l'on peut voir même chez les clients qui ont une maturité. Les informations des actifs digitaux ne sont pas uniquement destinées à l'équipe digitale. On voit aussi chez nos clients un vrai besoin de partager des KPI digitaux et on recommande aussi d'aller plus loin dans ces cultures de développement. Ce qu'on voit typiquement, c'est que les accès ou toutes les données que l'on peut avoir dans Google Analytics sont trop peu partagées au niveau d'une société. Alors c'est valable pour Google Analytics, ça peut être valable pour d'autres plateformes aussi d'analyse des actifs digitaux. Il y a un vrai besoin d'accélérer cette culture digitale au sein des équipes. Et les KPI, pour finir, les KPI clairs et adaptés, ça c'est important. Il y a beaucoup de sociétés, de groupes qui se font aussi sur la base d'acquisition et parfois entre sociétés du groupe, on n'a pas toujours la même définition ou la même moyen de piloter un KPI qui peut avoir l'air d'être le même. Que ce soit parfois même un taux de transformation. On va considérer, je prends un exemple bête, mais qu'un client qui va venir en SAV, par exemple, on peut l'exclure parfois en disant il est venu pour un SAV, donc on ne va pas le compter dans les taux de transformation, alors qu'en fait, c'est une opportunité aussi de vendre un nouveau produit. Donc, il est nécessaire d'avoir des KPI communs, clairs et adaptés au sein d'un groupe, au sein d'une société, pour avoir un vocabulaire commun et pour avoir un monitoring qui fasse sens et qui soit le même, qu'on soit en Europe, qu'on soit en Asie, qu'on soit aux US, à travers les différentes cultures. On va passer à l'activation et Olivier va vous parler d'activation. Juste avant de passer vraiment spécifiquement à l'activation, pour faire le relais avec ce que disait Karl, je pense qu'effectivement la notion de culture elle est importante parce que c'est vrai que quand on parle de monitorer au sein des entreprises, on n'a pas attendu la data pour savoir que l'information c'est le pouvoir aussi. Donc il faut être en capacité d'avoir des organisations qui permettent aussi la diffusion de l'information, qui permettent à tout le monde d'être réactif sur ces sujets. Donc la notion de culture, l'accompagnement qui est proposé pour les sociétés est extrêmement important. Maintenant, derrière le terme activation, moi j'aime bien y mettre trois autres termes fondamentaux, parce que c'est vrai que là on est sur le A de Magic, mais derrière l'activation, c'est d'abord l'efficience. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est que là aussi on a du recul par rapport à ces 10 dernières années sur la gestion des projets de data. Il y a eu vous avez entendu beaucoup de choses par rapport à l'intelligence artificielle, de manière heureuse ou un peu moins. Donc là, aujourd'hui, on s'appuie sur effectivement notre partenariat qu'on a avec un client qui est un client historique chez nous, le service de conseil qui est ici parmi nous, qui est ID Kits, avec qui nous avons lancé notamment un projet nouveau modèle d'attribution. Donc j'y reviendrai sur qu'est-ce qu'on entend par ce modèle d'attribution. Donc derrière le mot activation, il y a l'efficience. Aujourd'hui, justement, on est dans un cadre Covid, post-Covid, on ne sait pas encore exactement. En tout cas, on va demander de l'efficience économique. C'est que ça a accéléré la digitalisation, l'e-commerce est devenu encore plus prégnant, surtout pour ceux qui ne l'étaient pas encore. Donc, quand on parle d'efficience, on parle de business recovery. Aujourd'hui, on peut peut-être plus s'amuser à faire moins de projets stratosphériques liés à la data. On va s'occuper de la data pour atteindre des objectifs commerciaux. Donc derrière activation, c'est pas tout d'avoir une base de données, c'est pas tout d'avoir réussi à capter la donnée, d'être RGPD by design compatible. Qu'est-ce que j'en fais de cette donnée? Donc l'activation, ça va être de garantir, comme on a pu écrire, la pertinence des interactions aussi avec les consommateurs. Et c'est toute cette mise en place de ces actions qui me permettent d'être dans l'hyper-personnalisation du message, de l'offre, etc. Aujourd'hui, ce qu'on voit sur le marché aussi, c'est une synthèse entre ce qu'on a appelé le CRM client, qui est toujours là, le first party data client, les données qui appartiennent à l'entreprise, et les enjeux purement digitaux. On parlait de Google Analytics tout à l'heure, mais aussi de trafic. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui se posent la question quand même de l'efficience, notamment de leur campagne SEO, qui posent des questions sur effectivement comment raccorder la connaissance en interne que j'ai entre mon savoir-faire
de Customer Relationship Management sur les clients et de tous ces prospects clients qui arrivent d'un point de vue purement trafic web aussi. Donc, on va avoir une réconciliation des métiers qui est en train de s'opérer. Donc, aujourd'hui, l'essentiel, c'est d'identifier aussi les différents parcours clients en termes de méthode, une chose que l'on a fait notamment là avec IDKit, parce que d'un point de vue purement web, vous savez qu'il y a eu la tyrannie du last click pendant des années pour mesurer l'efficience des actions sur le web. On est arrivé à des modèles d'attribution un peu plus complets pour se dire, ben non, c'est plutôt telle action et telle autre qui ont provoqué tel achat. Donc aujourd'hui, non seulement ces modèles d'attribution, ils doivent et ils sont en train de s'affiner en termes de schéma mathématique pour savoir qu'effectivement, c'est peut-être une conjoncture d'un SMS plus d'un email, plus d'une interaction à un moment particulier sur les réseaux sociaux qui, en fait, on a amené à l'action. Donc c'est pour ça l'activation, c'est la mise en forme de l'action. Donc pour ça, il faut que je réussisse à avoir des approches statistiques, informatiques, claires et mesurables. Et comme j'ai pu vous le dire, on voit aujourd'hui effectivement la combinaison de ce que l'on a appelé le CRM ou la GRC quand on est dans les institutions et la partie purement web. Nos convictions pour aller, c'est que l'activation, elle passe pour une meilleure connaissance de la base client. Donc, c'est-à-dire qu'on peut se mettre en ordre de bataille sur l'ensemble des actions à opérer que si on a une extrêmement bonne aussi connaissance de sa base client. Alors, fixer des objectifs, c'est rigolo, oui, mais il y a beaucoup de gens qui ont oublié ces objectifs. Et je dirais qu'une des opportunités que nous offre la Covid, c'est de se reposer les questions, effectivement, de par l'efficience des actions, de la méthodologie adoptée. Comme je vous parlais, il y a eu beaucoup de projets qui se sont faits autour des third-party data, c'est-à-dire des données qui n'appartiennent pas à l'entreprise, des données qui sont liées un petit peu plus à des modèles de data science. Néanmoins, aujourd'hui, pour que des entreprises survivent à cette crise, il faut qu'elles se fixent des objectifs clairement business, et ces objectifs clairement business passent par l'activation et donc par une connaissance extrêmement fine des parcours clients. Donc, la personnalisation est au service de l'expérience client, parce que même si aujourd'hui, on le voit ce matin, avec des masques, au début d'année, on n'aurait pas pensé être, on va dire, dans ce contexte d'expérience, il n'empêche qu'il y a toujours une expérience qui est vécue et que le point de vente physique n'est pas mort, bien au contraire, mais il s'adapte. Et donc, il faut garder cette cohérence de parcours entre l'interaction que j'ai par rapport à l'interface web et ensuite l'expérience que je peux avoir en boutique. Donc, A comme activation, efficience et plan d'action par rapport à effectivement le CRM et le web. La gouvernance, donc la gouvernance en fait à faire sortir à travers notre interview un équilibre parfois difficile entre RGPD et business, puisque bien entendu RGPD a contraint les sociétés à un cadre beaucoup plus rigide que ce qu'elles pouvaient avoir avant. On avait dans certains cas, moi j'ai pu connaître des sociétés qui pouvaient aller piocher parfois dans leurs fichiers clients entre guillemets plus de 8 ans auparavant, alors avec parfois un certain succès en réactivation, puisque je dirais que le coût était faible aussi, puisqu'on est en first party, bien entendu. Mais là, maintenant, il est évident que ces contraintes que l'on a sur l'Europe et aussi vis-à-vis, on va dire, d'autres acteurs qui ne vont pas avoir ces contraintes au niveau global, vont pouvoir représenter un handicap business ou de compétitivité pour certaines sociétés européennes. Bien entendu, on voit qu'il y a une augmentation des sanctions et que ce n'est que le début. Il y a l'affaire Spartoo qui a été en particulier mise en avant cet été avec une amende à 300 000 €, si mes souvenirs sont bons. Donc, on va dire que c'est la première grosse amende infligée par la CNIL sur une activité de pure player retailer de manière générale. On vit aussi dans un contexte de paradoxe, le paradoxe de l'internaute qui veut les choses gratuitement, mais qui, en fait, ne veut pas indirectement payer pour cette gratuité à travers un don, entre guillemets, ou un partage d'informations qui sont aussi une base pour les sociétés pour après pouvoir faire de la publicité ou se rémunérer indirectement. C'est toute la difficulté, tout le paradoxe, en fait, que nous avons en tant que consommateurs.
et bien entendu le rôle du DPO sur lequel on va revenir aussi dans nos convictions, qui est un rôle en fait, qui était peut-être un rôle au début de chef de projet, de mise en conformité, beaucoup basé sur le build, et en fait pas tant que ça actuellement sur le run. Et on voit qu'en fait depuis 2 ans, bien entendu, il a coulé de l'eau sous les ponts et les projets ne sont pas restés figés au sein des sociétés. Est-ce que pour autant le DPO a été activement impliqué dans tous ces projets de build ou dans l'évolution du run pour garantir que toutes les données étaient facilement possibles à extraire au cas où le client souhaite avoir un accès à ces données ou pour pouvoir les supprimer? On a quand même quelques réserves par rapport à ça. Alors, dans nos convictions, en fait, ce que l'on voit, et c'est aussi un rappel à ce qui a pu être dit, c'est une vision un peu différente au niveau mondial, entre une vision qui est très orientée privacy sur l'Europe versus une vision beaucoup plus de trust, en fait, sur d'autres pays. Et ça, je pense que c'est un point intéressant. C'est un point aussi à développer certainement sur l'Europe, au-delà du fait de respecter le client et ses données, c'est développer des relations de confiance entre une enseigne ou entre une société et ses clients, pour qu'ils sachent en fait à quoi servent ces données. Et je pense qu'en fait, la relation de confiance, elle doit se baser là-dessus, sur l'explication, le devoir d'explication de la société, sur l'utilisation des données, et essayer de communiquer sur ces utilisations. Ce que l'on voit malgré tout, c'est que si on regarde le volume aussi de e-commerce, le nombre de plaintes déposées et tout ça, bon, en fait, au final, le volume de plaintes est quand même extrêmement marginal par rapport au volume de l'activité e-commerce maintenant. Manque d'en moyens ou manque d'ambition, c'est la question. Manque de moyens, c'est fort probable. Manque d'ambition et volonté de ne pas pénaliser et relative souplesse, peut-être pour garder la compétitivité. À voir, en fait, c'est un point qui est assez flou. Alors évidemment, les choses progressent, il y a plus de plaintes, mais il y a aussi, on va dire, un peu plus de coups de canif dans le contrat de la part des sociétés autour de ce qui avait été mis en place dans le cadre du RGPD. Et on voit la nécessité parfois d'arrêter de contacter un client qui n'a pas acheté depuis 3 ans est quand même assez peu respectée par certaines sociétés. RGPD, donc, c'était un projet 2018. La question est depuis, est-ce que le DPO est resté au cœur du build et au cœur de l'action, ou est-ce qu'il était uniquement un chef de projet ponctuel, comme on a pu avoir au sein des sociétés pour le passage à l'euro en son temps, et ainsi de suite? Je pense que la question est ouverte. Et par contre, il y a un dernier enjeu quand on parle de gouvernance aussi, et ça on le voit de plus en plus, c'est l'enjeu de la sécurisation des données, avec beaucoup plus d'actions de ransomware. On a vu la faille que Garmin Connect a pu vivre cet été. On voit beaucoup de sociétés qui se font hacker et qui payent pour pouvoir accéder à ces données, que ce soit dans des secteurs B2C et B2B. Et la sécurisation des données, et en particulier le devoir de sécurisation des données qu'ont les sociétés sur les données clients, devient particulièrement critique, à mon avis, et très largement sous-estimé ou sous-utilisé par les sociétés. C'est un bon passage, ensuite, la gouvernance à l'intégrité, mais je mets aussi ce terme d'intégrité parce qu'il a plusieurs sens. Il a un sens, vous savez, comme moi, quasiment moral, l'intégrité des personnes. Il y a l'intégrité physique, il y a l'intégrité morale, mais il y a l'intégrité de la donnée. Comme j'ai pu le dire tout à l'heure en préambule, c'est aussi une extension de sa propre identité aujourd'hui en tant que de personnes. Et ça, on le voit aujourd'hui dans les interactions, même dans les remontées d'informations pour les entreprises, notamment aussi dans la RTL de services clients. On a une conscientisation qui est née de la RGPD, d'ailleurs, comme quoi ça m'appartient. Et on voit, c'est un phénomène dans pas mal de services clients d'Europe où, effectivement, on a des clients qui s'intéressent, qui interpellent, en disant, vous faites quoi exactement de mes données? Donc, c'est vraiment un phénomène qui est assez intéressant. Donc, on voit qu'il y a une conscientisation du consommateur, de la personne que nous sommes, de ces données et de la valeur qu'elle peut avoir. Après, de là à dire que nous sommes capables de faire, alors il y a des projets comme ça qui sont lancés aux États-Unis, c'est-à-dire le VRM, le Vendor Relationship Management, c'est-à-dire je mets à disposition mes propres données. Aujourd'hui, on sait que ça n'a pas beaucoup de valeur. Ce qui a de la valeur, c'est la mise en interaction et l'intelligence du parcours des données et non pas de la donnée en soi. Si je peux dire. Donc, I comme intégrité. Alors, ce qui est intéressant, toujours dans la suite de la RGPD, on a parlé de la DPO, qui est une figure qui a émergé suite d'un point de vue légal. Moi, personnellement, j'ai un petit peu mon idée, effectivement, de ce qu'on est en train de voir, enfin, de
de fréquenter nos clients et tout ça, on voit que la notion d'IPO est quand même plutôt une extension d'une fonction qu'une fonction en elle-même. Nous, c'est ce qu'on observe. C'est-à-dire que par rapport à la donnée en réponse effectivement à la GPD, mais aujourd'hui, la DPO est presque plus sur un point de vue défensif, c'est-à-dire que fais-je en cas soit d'attaque, donc quelle est l'organisation et les réactions à mettre en place d'un point de vue communication, parce que c'est extrêmement important, la communication avec ses clients en cas de faille informatique, d'où l'intégrité, mais aussi en termes de réponse au contrôle, et on sait qu'on est juste à une heure de Paris, hein, et donc ça va assez vite les contrôles dans la région sur la partie CNIL et client. On a vu l'émergence de plein de métiers ces dernières années liés à la donnée. Juste avant, toujours avec la RGPD, on appelle ce qu'on appelle la legal tech, hein, véritablement, donc tout ce qui est associé à la donnée d'un point de vue légal. Là, on la voit d'un peu plus de manière presque vraiment informatique. Donc, avec l'émergence notamment du cloud, nous, on a quand même des clients aussi dans le luxe qui refusent encore aujourd'hui d'externaliser leurs données, on va dire, dans des clouds. On voit les success stories que sont les sociétés comme Snowflake, par exemple, aujourd'hui, avec une immensité on va dire, de solutions et d'offres là-dessus. Je reviens sur les usages aussi de salariés, collaborateurs, indépendants que nous sommes tous. C'est-à-dire que le travail a explosé aussi avec la Covid. Donc, en termes d'intégrité, de sécurité des données, on est au-delà du simple RSI. Comme là où la DPO va bien au-delà du correspondant CNIL de l'entreprise, la partie intégrité, c'est-à-dire la capacité à sécuriser, héberger et rendre disponible la donnée, aujourd'hui a fait émerger de nouveaux profils et d'architecture d'autant plus importants. On a tenu à rappeler un point qui est vraiment pas très glamour dans la donnée, mais qui est essentiel aussi dans l'intégrité des données, c'est la propreté des données, c'est l'hygiène de la donnée, tout ce qui est du data quality management. Alors, dans le Nord, il y a une vraie culture par rapport à ça, parce qu'effectivement, la VAD a été la première à maîtriser ses fichiers clients, forcément. Néanmoins, ce qu'on dit, c'est que Gartner, 73% des projets data restent encore des projets de normalisation, de déduplication et de mise à disposition des données. Vous voyez, on est loin encore des schémas de data science quand on sait qu'il y a tout ce travail en amont à faire. Donc, il y a des projets aussi qui sont spécifiques à cette intégrité de la donnée, qui est liée dans la suite de la RGPD, qu'on appelle souvent des projets aussi de data collection. Merci. Donc, nos convictions par rapport à tout ça, c'est l'intégrité et qualité de la donnée au service du pilotage des entreprises. Si vous voulez, la première lettre, le M, monitoring, on ne peut monitorer de la donnée que si cette donnée, elle est fiable, propre et intègre, pour des raisons à la fois légales, mais des raisons aussi de pertinence de la donnée. Un petit laïus qu'on décrit un petit peu plus dans notre livre blanc, c'est la différence entre data intégrité et data security. Comme ça, vous aurez l'occasion de le lire. On a eu le témoignage du responsable IT data d'Amar, que je salue au passage, Mourad. La partie sécurité RGPD, donc tout le pendant qu'on a vu avec Karl sur la nécessité faite contrainte de se mettre aux normes dans le process, qu'est-ce qu'elle a eu comme impact? Parce qu'aujourd'hui, là où la DPO dont on parlait, c'est un peu le mouton à 5 pattes, la capacité à comprendre les enjeux légaux, les enjeux marketing client, les enjeux techniques, donc comment je fédère tout le monde par rapport à tout ça. Et enfin, l'intelligence artificielle, je vous laisse cette question à tout le monde. Quels sont les enjeux aujourd'hui dans le cadre de la business recovery? On pourra en reparler un petit peu tout à l'heure, mais on reste quand même très, très lié avec, encore une fois, l'intégrité de la donnée. Je vais finir sur la partie care, donc de notre C de Magic. On a pensé avec Karl que c'était essentiel aujourd'hui dans le mouvement qui est le mouvement des RSE des entreprises et en quoi la donnée était-elle importante. Alors ça peut paraître saugrenu, mais pas tant que ça. Pourquoi? Parce qu'il y a le nouveau défi des marques, c'est le green data. Si je prends le RSE au sens large, le care, d'un point de vue, le care qui vient du monde politique, plutôt, comment je prends soin, c'est d'un point de vue environnemental, d'un point de vue sociétal, donc comment la donnée peut me permettre d'atteindre aussi ces objectifs. Alors d'un point de vue numérique, on sait que le monde digital, c'est le 3e pays le plus polluant, qu'aujourd'hui, c'est pour ça que nous on préfère parler d'intelligence de la donnée que de big data, parce que au plus ma donnée est intelligente, au plus je l'ai retraitée avec l'intégrité, le data quality management, au moins j'ai besoin de serveurs qui effectivement sont quand même extrêmement énergivores. D'ailleurs, c'est une donnée
que l'on n'a pas, c'est combien de serveurs ont les Facebook, les GAFA, etc. Donc, la smart data, la donnée intelligente au service du RSE, c'est-à-dire la capacité de se dire, c'est pas le tout de répondre aux enjeux légaux avec la RGPD. Je me mets aujourd'hui, en tant qu'entreprise, quel que soit mon secteur, avec des objectifs de RSE, donc de moins d'empreintes écologiques. Donc, comment je fais effectivement pour nettoyer, stocker différemment les données. C'est un enjeu qui est clé. Après, sur la partie sociétale, on rejoint à nouveau les points d'intégrité et légal, c'est-à-dire prendre soin des données des personnes, ça va de soi, mais ça passe quand même par des enjeux de sécurité. Savoir que nos données se baladent un petit peu partout et qu'on en fait un peu ce qu'on en veut, surtout parce que c'est un sentiment qui peut être assez vertigineux. Donc, nos convictions par rapport à ça, c'est qu'il faut, on parlait de RGPD by design, j'ai envie de dire aujourd'hui RSE by design. Donc, dans le livre blanc, là, vous trouvez l'interview d'Isabelle Cornillon, qui est DG du CETI, qui a mis en place énormément de projets de RSE. Donc, on a beaucoup travaillé avec elle pour se dire qu'est-ce que ce serait que RSE by design dans un projet data. Quelle place donc pour le green data? Ça ne doit pas être juste repeindre envers les serveurs, ça veut dire véritablement se mettre dans une configuration organisationnelle et technique d'avoir moins d'empreintes numériques. Encore une fois, l'intelligence artificielle peut-elle être envisagée. Derrière l'intelligence artificielle, je mets plutôt, on va dire, quelles sont les approches statistiques algorithmiques, puisqu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde de plateformes. Les entreprises se pensent comme des plateformes aussi. Donc, comment ces enjeux d'intelligence au sens large nous permettent d'alléger les serveurs et d'être un peu plus éco-friendly. Voilà pour le C de Magic. Donc, merci à vous, merci à ceux qui nous suivent en ligne aussi. Vous pouvez bien entendu nous contacter, que ce soit Olivier ou moi, via nos sites internet et nos emails respectifs qui sont sur le livre blanc, de toute façon, et que l'on diffusera. Et on peut faire quelques questions-réponses. On est dans les temps, on visait une conférence entre 30 et 45 minutes, donc on a largement le temps pour faire pour répondre à vos questions. Je ne sais pas si on a des questions en ligne. Oui, une question au fond, là, Nicolas. Je voulais peut-être parler de la validation du policy sheet. Qu'est-ce que vous en pensez? Le fait que les clients ont les données moi, ce que j'en pense déjà, c'est que c'est l'histoire. Vous pouvez peut-être répéter la question pour ceux qui sont en ligne qui n'ont pas entendu. Ce qu'on pense du Privacy Shield, le fait qu'effectivement, il ait été invalidé, parce que c'était quand même un projet qui était en cours, si je puis dire. Moi, ce que je trouve intéressant, parce que pour être très franc, je ne suis pas sûr qu'on mesure encore tous les impacts, on va dire. Effectivement, c'est le fait d'accepter que les données puissent aller de notre sol vers les États-Unis via des prestataires informatiques qui seraient on va dire américains. Nous, ce qui est intéressant, c'est d'où vient aussi cette invalidation. C'est comme lorsque Facebook a été condamné, c'est des personnes, des particuliers, des individus qui ont porté le fait auprès de la Commission européenne. Moi, pour répondre sur deux aspects, aujourd'hui, c'est très récent, je ne suis pas forcément en capacité de savoir quels impacts techniques, économiques ça va avoir. Néanmoins, ce qui m'interpelle aussi d'un point de vue sociétal, c'est que ce sont des individus, plutôt en général l'ami de l'Europa ou autrichien allemand, qui ont mis ça effectivement auprès des commissions sur l'intégrité à nouveau et la personnalité des données. Voilà, je crois que ça m'intéresse la question. C'est vraiment extrêmement. Cheikh Raffaello, qui est donc l'avocat qu'on a interviewé dans le cadre du G de gouvernance, en parle dans notre livre. Je suis pas entendu avec le TikTok. Qu'est-ce qu'on en pense en tant qu'individu? Pardon? TikTok en tant qu'individu? Retailer. Et en tant qu'individu et en tant que retailer. Je pense qu'en fait, maintenant, ce que l'on voit, il y a de plus en plus de live de manière générale, hein, au-delà de TikTok et de vidéos. On voit de plus en plus de live streaming se développer
autour de la vente. Donc, que ce soit des solutions maintenant françaises aussi, on en parlait aussi en Back from NRF, on a vu des choses intéressantes comme Network qui se développent autour de l'événementiel produit. Donc je pense qu'en fait, toute cette tendance, et en particulier maintenant, dans un contexte où il va y avoir moins de trafic en magasin, de créer du lien entre potentiellement des personnes en magasin via du streaming pour vendre des produits et permettre de booster l'activité digitale en tant que telle. Donc là, il y a un vrai canal qui se développe beaucoup. On l'a vu sur la Chine et je pense qu'il va arriver aussi de façon beaucoup plus forte sur l'Europe. Après, évidemment, il y a tous les enjeux qui vont être autour de la donnée et de ce qui va être fait à partir de cette donnée et comment elle est exploitée donc par des plateformes qui ne sont pas forcément basées au sein de l'Union européenne en termes d'hébergement. Donc oui, il y a des risques après de conformité. Je pense qu'il n'y a pas eu encore beaucoup d'actions législatives autour de ça. Bon, TikTok est aussi en cours de session et va être repris par un GAFA, bon, ce qui n'est pas non plus un gage de changement majeur, c'est un gage de changement d'actionnaire, mais pas forcément un gage de changement de stratégie par rapport à l'exploitation des données. Mais bon, par contre, les données maintenant vont être exploitées par Microsoft très probablement ou par un autre. Et voilà, c'est encore très émergent, je pense. Après, il y a deux questions qui sont vraiment décorrélées. Il y a l'usage, clairement, d'un réseau social. On parle de TikTok, mais on aurait pu parler de tous les autres. Je vous invite, il y a Arte qui a fait des petites vidéos sur YouTube d'explicitation, justement. Pourquoi? Parce que ça nous échappe un petit peu dans l'éducation de nos enfants. Soyons clairs. Aujourd'hui, il faudrait être mis en relation. On a beaucoup qui trichent sur l'âge, parce qu'il y a un moment, Facebook, c'était 13 ans, commence à 11 ans. Bon, bref, qu'est-ce qu'on va chercher derrière tout ça? Il y a les effets de dopamine, hein, clairement. Il y a les effets de validation sociale. Aujourd'hui, d'un point de vue, on parlait de culture, d'éducation, il y a quand même un travail de fond qui est fait depuis 2-3 ans, c'est pas non plus énorme, sur la conscientisation pour les jeunes enfants de l'extension de leurs propres données. Qu'est-ce que ça représente, etc. Et après, ça nous échappe, c'est des effets de mode. C'est effectivement des vraies questions à réfléchir. Si on a tout la vie sur un réseau social aujourd'hui, je pose la question à tout le monde, si vous êtes arrivé, explicitement comme vous avez fait. Ensuite, il y a point de vue retailer. Je pense qu'il y a un vrai sujet là, c'est quand on sait qu'un réseau social va clairement prendre de la donnée pour l'amener dans un gouvernement non démocratique, pour pas le citer. Aujourd'hui, moi j'ai lu avec attention les déclarations de Thierry Breton qui nous dit quand même qu'on a fini l'ère de la naïveté en Europe. Un petit peu de temps. Et moi, je n'ai pas la réponse, mais la question que je me pose, c'est que est-ce qu'en tant que retailer aujourd'hui, est-ce que ça n'a pas plus de valeur? Peut-être, je ne sais pas si c'est un usage, ça peut essayer de dire que nous n'utilisons pas tel réseau social parce que, toujours dans le cadre du tiers, nous faisons attention au respect de vos propres données. Il s'avère que le cahier des charges de ce réseau social ne correspond pas à nous, notre cahier des charges en tant qu'intégrité et de valeur. Donc, nous n'utilisons pas, mais sachez que par ailleurs, bon, ensuite, la question première, c'est est-ce que ça correspond à ma client? Ça, c'est une chose. Mais la deuxième, c'est effectivement, c'est la fin de la naïveté pour les Européens, soyons clairs. On va dire à la fois la patrimonialisation des données, la résilience des États, et on sait que la donnée, ça sort un peu de notre cadre purement business, mais c'est quand même un des enjeux majeurs aujourd'hui, clairement, de la souveraineté des pays. Donc derrière ça, en tant que retailer, je participe, on va dire, au respect, ça répond à la gouvernance, ça répond à l'intégrité, ça répond au tiers. Nous, en tant que retailer, nous avons décidé de ne pas utiliser tel réseau social parce qu'il n'appuie pas les cahiers de charges de notre régulateur. C'est une question, mais ça peut se faire. Peut-être une dernière question. Après, on pourra faire des questions de toute façon informelle aussi autour d'un café. Hein. Pas de souci. Est-ce que dans votre stratégie, dans Magic, vous faites une différence entre les petites et les grosses organisations? Je sais qu'on est ici des personnes qui sont plutôt issues de PME et de gros groupes. Même au sein d'une grosse organisation, dans l'enseignement supérieur, on a affaire à des petites équipes qui s'occupent de toutes ces choses-là. Et c'est difficile de mettre en place ne serait-ce qu'un point de Magic. Donc voilà, est-ce que vous avez une différence de perception par rapport à vos clients selon le monde dans lequel ils sont? Oui, nécessairement. Oui,
oui, il y a une différence de perception, une différence d'usage, de pratique. Après, nous, d'un point de vue peut-être moins institutionnel, mais plutôt business, on le voit déjà sur l'émergence des marques. DDC traite encore plus ce sujet que nous. Par exemple, les DNVB, donc Digital Native Vertical Brands, qui naissent on dirait ex nihilo, comme ça, et elles ont une pratique et des usages, je dirais, de la donnée, de la communication qui est native, qui est naturelle. Et un des grands enjeux, c'est comment, quand on parle d'accompagnement effectivement des entreprises, quelle acculturation, à quel rythme, quelle organisation on met en place. C'est des projets en soi dans les grandes institutions, les grandes entreprises. Alors après, on est vraiment dans une situation aussi de paradoxe, à savoir les sujets autour de la data sont des sujets qui peuvent nécessiter beaucoup d'investissement, mais d'un autre côté, on est aussi dans des sujets de culture. Et là, parfois, justement, cette culture de l'activation de la donnée peut être parfois plus forte dans des petites sociétés qui ont des besoins aussi de croissance et qui vont capitaliser, qui sont agiles aussi dans l'exploitation de leurs données, alors que parfois des grosses sociétés vont être beaucoup plus processées, beaucoup plus lourdes dans leur transformation, ou des sociétés qui vont être très axées retail, qui n'avaient pas forcément cette culture autour de la data client et qui ont beaucoup de mal à se transformer. Donc en fait, il ne faut pas avoir forcément de handicap de compétitivité pour une petite société versus un grand groupe. Par contre, en effet, des moyens qui peuvent être plus limités parce qu'il faut faire des choix et en effet, on est maintenant sur des investissements qui sont lourds, en particulier si on parle de sécurisation des données. Maintenant, on voit, il y a eu des attaques qui ont été faites aussi. Je repense il y a quelques mois à des sociétés comme Lise Charmel, qui ne sont pas très très grandes non plus. On va dire que c'est une grosse PME et qui, pour le coup, a fait face à une attaque et qui a été plantée, complètement plantée. Donc, les grands groupes ont plus de moyens pour réagir. Garmin, qui fait plusieurs milliards, a pu réagir rapidement et a accepté de payer. Pour Lise Charmel, ça a été fatal. Donc, c'est un peu le point paradoxal. Par contre, on voit quand même que chez les petits, la culture de la data peut être très, très présente. Voilà. En tout cas, c'est pour ça qu'on a écrit aussi ce livre blanc, parce qu'il est essentiel pour les leaders, quelle que soit, on va dire, la taille d'entreprise, d'avoir des réflexes. Et à défaut de tout connaître, ce qui est impossible, passer du légal au technique, en passant par l'efficience de mes campagnes, au moins là, avec notre quadrant magique, on peut se dire, est-ce que déjà ça, au sein de mon institution, mon entreprise, quel serait mon curseur qui manque ou pas? Mais c'est un enjeu fondamental, soit d'un point de vue défensif, soit d'un point de vue complet. Voilà, merci à tous, et on peut reprendre un café. Voilà, bonne journée. Merci. Merci d'être venus.